Bonjour, sommes-nous seuls dans l'univers? Recherche scientifique ou colonisation depuis toujours? L'homme a voulu explorer l'espace. La semaine passée encore, la NASA a découvert 219 planètes dont certaines pourraient abriter la vie. De quoi relancer le débat aujourd'hui à l'aide de nos deux invités, Jean-Marie Allard et Michael Beuth. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, messieurs, sur ce plateau. L'idée d'un voyage dans l'espace vous fait peut-être rêver. Vous aimez avoir la tête dans les étoiles ou au contraire, cela vous paraît absurde? Faites-le nous savoir. Réagissez. Soyez pour ou contre. Jean-Marie, vous pensez que l'idée d'aller explorer cet espace, elle est bonne, elle est plutôt bonne, c'est une bonne idée? Eh bien, disons que cette idée peut être vraiment bonne si nous arrivons d'abord à soigner nos soucis que nous avons sur Terre, parce que nous avons déjà beaucoup abîmé notre Terre, et puis le réchauffement climatique en remet un petit peu dessus. Peut-être que si nous arrivons à découvrir une autre planète, voire même peut-être une intelligence, je dirais, qui viendrait nous apporter peut-être des antidotes, ou alors nous faire comprendre, on ne vous a jamais contacté parce que sur Terre, il y a trop de conflits. Donc peut-être que nous pouvons trouver certaines choses qui vont nous aider. Donc je suis pour, oui, mais avec des lois bien déterminées, c'est-à-dire de ne pas saccager ces endroits ou les exploiter comme certains programmes qui visent à trouver des métaux précieux et de les ramener sur Terre. Donc, ça existe, ça, ce type de programme, pardon, ce type de programme existe On a un programme de protection planétaire, si c'est ça dont vous parlez. Donc, quand on envoie des sondes maintenant, quelque part, on doit s'assurer que ces sondes ne vont pas endommager la planète, apporter des contaminants. Donc, souvent, en fin de mission, ces sondes sont détruites. Ouais. Vous êtes plutôt contre les missions habitées, comme on les appelle, plutôt pour des missions robotisées? Oui, moi je suis scientifique et pour un scientifique, nous gagnons le plus à faire des missions robotisées. Les missions habitées, par contre, nous avons de grands doutes sur l'utilité de ces missions-là. Oui, elles consistent en quoi les missions robotisées, qu'on comprenne un petit peu, hein? Pourquoi envoie-t-on des robots sur Mars On les envoie d'abord par curiosité, parce qu'on a envie de savoir. Une des dernières missions, c'était vers Pluton. On ne connaissait pas du tout. Par télescope, on ne voit rien du tout. Et on a découvert un beau cœur sur Pluton, par exemple. Ça fait la une de l'actualité. Tout à fait. Et c'est de la pure curiosité. Ce n'est pas une planète sur laquelle on va trouver la vie. Donc on peut avoir cette motivation-là. Une autre motivation, c'est de trouver nos origines, de trouver l'origine de la vie et l'origine de la Terre. Je dirais quand même que l'homme est curieux, l'être humain est curieux. Inévitablement, on peut placer un système de robotisation sur d'autres planètes, mais l'homme a besoin, lui, d'être présent. C'est ça, un jour, il y aille physiquement. Bien sûr, il y a une question de temps, une question de distance, bien sûr. Ça prendra peut-être beaucoup de temps pour pouvoir envoyer des êtres humains, mais quand on regarde le réchauffement climatique actuel, ça nous pousse déjà à essayer de développer des programmes pour que l'être humain aille successivement de planète en planète pour faire des relais. Fuir la Terre, c'est ça? Il y a grande chance que nous ayons à un moment donné une grande réflexion à avoir. Qu'allons-nous devenir sur une Terre qui est en train tout doucement de dépérir? Donc inévitablement, la curiosité de l'homme s'adresse vers le cosmos. Comme Carl Sagan a dit, la véritable mission de l'être humain, c'est de conquérir l'univers, mais de voir comment il va la conquérir. Soit sur un état, je vais dire,
possessivité ou alors par une forme de positivité et d'essayer de donner ce qu'il a de meilleur en lui-même. Ça va être très, très difficile. Conquérir l'univers, le scientifique peut concevoir ça? Par la pensée, oui. Mais par la présence physique, je ne trouve pas ça nécessaire. Parce que d'ailleurs, de nos jours, avec toute la réalité virtuelle, les téléphones, on fait des Skype, on peut communiquer quasiment en direct avec quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de la Terre. On peut le faire aussi autour des autres planètes. Pour moi, un robot, c'est une extension, un outil, c'est une extension de ma main et de ma pensée. Et ces robots peuvent être aussi dirigés en temps quasi réel, avec le retard du temps-lumière, bien sûr, depuis un ordinateur. Donc, on a même demandé à des enfants de donner certaines commandes pour les petits rovers sur Mars, pour leur faire voir une chose ou une autre. Donc, pour moi, c'est une extension de notre être et on est déjà présent sur ces planètes. Vous parlez de colonisation. Alors, je dirais ceci, c'est que, comme je dis, l'homme est curieux, donc inévitablement, il devra aller sur d'autres planètes. Maintenant, au niveau de la robotisation, je ne peux penser qu'à cette catastrophe de Tchernobyl où on a utilisé certains robots déjà primaires, je vais dire, pour déblayer différents, morceaux irradiés. Ces morceaux irradiés ont affecté ces robots, ce qui veut dire que nous ne savons pas ce qui nous attend autre dans l'espace, soit des radiations qui peuvent complètement anéantir la robotique, mais l'être humain, lui, est capable de survivre à tout. Il a un mécanisme en lui qui est une forme d'origami et qui permet d'évoluer en fonction de différents secteurs, différents événements. Donc vous voulez dire que l'être humain pourrait survivre là où le robot ne pourrait pas survivre, si je vous entends. Allez-y alors, si vous n'êtes pas d'accord. Je vous laisse la parole et je reviens chez vous. Peut-être le problème majeur pour aller sur Mars, c'est le voyage et les radiations. Et on n'a pas étudié beaucoup cet effet-là, mais on sait que ces radiations sont quasi mortelles et que tous les voyageurs auraient le cancer en arrivant et seraient morts assez vite. Donc ce problème n'est pas résolu, ne peut être résolu que par un gros blindage. Et blindage... Nous ne sommes qu'au XXIe siècle, le début. Donc les idées peuvent changer, les théories peuvent prendre forme. Certaines théories émettent l'hypothèse que l'être humain est capable de quitter ce monde et d'évoluer ailleurs en fonction, bien sûr, de critères. Sinon, ce serait trop facile. Mais l'être humain ne sera jamais remplacé par un androïde. Beaucoup de gens ont peur de ces androïdes qui arrivent dans le marché. Mais rassurez-vous, au niveau des androïdes, il y a énormément de défauts. On va les apprendre. Donc l'être humain est véritablement, si je peux dire, une machine capable de s'adapter à tout. Nous l'avons vu dans l'histoire de l'être humain, dans les moments les plus catastrophiques. Je pense pour les dernières guerres qu'il y a eu, et voire même ce qui se passe maintenant. Nous avons toujours survécu à tout. Mais les robots deviennent aussi maintenant adaptables avec l'intelligence artificielle. Ils apprennent aussi, ils peuvent changer leur comportement. Et en tout cas, on a envoyé des robots. On a la mission Cassini autour de Saturne qui est arrivée en 2005. Et elle est toujours en orbite maintenant. Elle va plonger entre les anneaux. Donc ça fait 12 ans que ce robot passe aussi par des ceintures de radiation, par les champs magnétiques de Saturne. Qu'est-ce que 12 ans? Et il a survécu 12 ans. C'est beaucoup. Mais sans protection particulière, sans blindage. Il faut savoir. Qu'est-ce que vous voulez dire par qu'est-ce que 12 ans? C'est beaucoup ou pas assez? C'est rien pour nous, pour l'évolution humaine. Et bien sûr, l'espace-temps, le travail, les voyages à long terme, je vais dire, l'espace est pratiquement infini. La notion du temps est encore bien différente par rapport à nous. Et dans l'espace, l'histoire encore nous l'explique. On trouve encore certaines choses par rapport à diverses mutations, par rapport à l'être humain qui survit ou qui est envoyé dans l'espace. Jean-Marie, des exemples peut-être pour qu'on comprenne un peu mieux. Si je ne m'abuse, récemment, il y a donc un astronaute qui est revenu. On a remarqué qu'il avait certaines petites mutations par rapport à sa génétique. Je crois, si je ne m'abuse de mémoire, il y avait une différence de taille au moment où il est parti. Donc ça veut dire quoi? On a remarqué aussi certains microbes qui ont développé quelque chose dans l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain peut s'adapter à long terme dans l'espace. La robotique n'est simplement qu'un éclaireur. Il sera seulement, cet androïde, qu'un éclaireur, car l'être humain, je vous dis, est curieux. Il ira sur d'autres planètes. Pour l'instant, les astronautes, ils ont plutôt une dégradation de leur état physique quand ils passent 6 mois, 1 an dans la station spatiale. Bon, la densité osseuse en particulier, c'est bien connu. Et ça crée un problème quand ils viennent sur Terre. Donc, ils ne se sont pas encore adaptés de ce point de vue-là. Il y a des programmes qui font en sorte de pouvoir pallier à tous ces problèmes. Beaucoup de programmes.
Des programmes privés dans ce cas-là. Des programmes militaires et civils, oui. D'accord. Mais de notre point de vue de scientifique, si on investissait l'argent que l'on met dans la Station spatiale internationale, qui je vous rappelle, c'est de l'ordre de 100 milliards de dollars, si on l'investissait dans des robots, eh bien, on pourrait faire 10 fois, 100 fois plus qu'on le fait maintenant. Une mission robotisée coûte au maximum 2-3 milliards de dollars. Ça, ce sont les toutes grosses missions, comme Cassini ou la mission le Pour vous, c'est plus précieux d'envoyer ces robots, évidemment, que de mettre peut-être dans c'est très utile. Et si je perds le robot, et on en perd de temps en temps, on a perdu Schiaparelli il n'y a pas longtemps sur Mars, eh bien, ce n'est pas grave, ce n'est pas une vie humaine. C'est ça. Tandis que le projet d'Elon Musk, on en a parlé récemment, parce qu'il a sorti un article où il explique exactement son plan pour coloniser Mars, eh bien, lui, il veut envoyer des centaines de milliers de personnes dans l'espace sur des fusées gigantesques. Si une fusée comme ça explose, mais que va-t-on dire? C'est quelque chose de faisable, ça, la faisabilité d'envoyer autant de gens comme ça sur une planète? Peu de gens y croient, lui y croit. Mais vous qui êtes scientifique, justement? Moi, je crois que c'est un gaspillage de ressources gigantesque. Et moi, personnellement, je crois que c'est quelque chose d'utile avec un monde qui est en train de faire face à un réchauffement climatique sans cesse flagrant. Il faudra trouver des moyens pour sauver la majeure partie de la race humaine. Une poignée d'humains. Malheureusement, on ne pourra pas envoyer tout le monde. Et ça, je fais un petit coucou aux personnes qui croient à la théorie des anciens astronautes, qui pensent qu'il y a eu des événements antérieurs qui, à travers l'histoire, nous prouvent que nous avons déjà essayé de tester ce type de programme pour conquérir l'univers. Seulement, on a déjà testé. Ça a complètement échoué. C'était quand, Jean-Marie? Il y a très longtemps. Je ne vais pas rentrer dans le débat, on va peut-être pas, mais il y a véritablement des sources dans l'histoire qui tentent à prouver que l'être humain a déjà essayé de se sortir du mauvais pas du réchauffement climatique. Moi, je trouve que c'est une fuite en avant, personnellement. On ferait mieux de se préoccuper de la Terre et d'essayer de soigner nos problèmes ici. Tout à fait. Ça me rappelle un passage d'un livre de science-fiction célèbre, c'est le Guide du voyageur galactique, où il décide de mettre tous les idiots dans un vaisseau spatial et l'envoyer vers une autre planète. Ce serait peut-être plutôt la solution au problème du changement climatique, c'est d'envoyer les gens qui nient la causalité humaine dans le changement climatique vers Mars. Vous allez vous faire des amis, vous, si nous regardez. C'est pour cela qu'on se tourne actuellement aux États-Unis sur les grands, producteurs de films, de fiction. Il y a eu récemment plusieurs émissions, justement, parce que ces gens-là ont beaucoup d'imagination. Et dans notre monde, nous en avons besoin. Donc ça veut dire que ces gens émettent bien sûr au départ des fictions. On peut parler de Jules Verne et ainsi de suite. Voire Voyage au centre de la Terre. De notre ami Hergé, qui a vraiment, comme Jules Verne, expliqué des choses qui semblaient extrêmement farfelues. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a une possibilité. J'ai un Facebook, si vous le voulez bien. J'ai vu passer celui de Geoffrey. Oui, voilà, justement, qui fait référence à ce que vous dites. Tellement de gens... Voilà, il est là. Tellement de gens ne se rendent même pas compte de tous les dangers et des difficultés de voyager dans l'espace. Trop de films font penser qu'il suffit de construire un vaisseau et boum, on s'en va. Ah non, pas du tout. Non, il y a beaucoup de travail à faire. Mais je dirais aussi, comme notre ami nous dit, il y a un investissement financier extrêmement important. Et c'est là la dualité, parce que cet argent aussi pourrait soigner les plaies de ce monde. Notre monde à nous, il est important de le soigner. Et on arriverait à des choses intéressantes. Mais d'un autre côté, si nous trouvons, comme je disais au début de la conférence ici, du débat, c'est que si nous trouvons des intelligences autres, je dirais extraterrestres, qui nous permettent... Mais vous y croyez, vous croyez qu'on n'est pas seul dans l'univers? Justement, c'est une question qu'on se posait. Moi, je dirais simplement ceci. Je ne crois pas aux ovnis ni aux petits bonhommes verts. Maintenant, on sait tous ce que sont véritablement les ovnis. Mais je dirais plutôt trouver une intelligence artificielle... une intelligence, je vais dire, extérieure... qui nous donnerait peut-être les clés pour nous faire comprendre que nous n'avons pas vraiment intérêt à jouer au jeu, au chat et à la souris comme nous faisons actuellement avec tout ce qui se passe dans notre monde. Stephen Hawking avait classé les différentes possibilités. Pour lui, soit il y avait peu de vie dans l'univers, soit il y avait beaucoup de vie microscopique et très peu de vie intelligente, soit il y avait de la vie intelligente, mais elle s'autodétruisait, comme on est en train de le faire sur la Terre. Donc, il pensait plutôt à la deuxième possibilité, mais n'excluait pas la troisième possibilité. Donc, si on trouve une autre intelligence,
on risque beaucoup de tomber sur un cas similaire au nôtre et elle pourrait ne pas nous aider du tout. Ouais. Je dirais qu'il n'y a pas longtemps, il a émis l'hypothèse également. Vous dites tous les deux si, hein, parce que personne ne sait si disons que ce personnage, ce scientifique, a dit quand même que d'ici 30 ans, l'être humain allait justement essayer de coloniser différentes planètes. Maintenant... Alors Donald Trump a l'intention en tout cas d'aller sur Mars. Il aimerait bien que ce soit pendant son premier ou son second mandat. C'est bientôt, du coup. 2024. Avant 2024. Oui, c'est possible, bien. Mais là, non, c'était impossible. Parce que la NASA a prévu une nouvelle fusée pour aller sur la Lune, autour de la Lune, Orion. Et le projet fait exploser tous les budgets. Donc, on ne sait pas s'il sera jamais réalisé. Et bon, il n'est pas prévu d'avoir des astronautes sur cette fusée avant 2023. Mais ils n'iront pas plus loin avec la Lune. Et ça, on l'a déjà fait. Oui, vraiment... La Lune, on l'a déjà fait, en effet. Qui est-ce que ça va intéresser? Qu'est-ce que ça va faciliter? Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas retourné sur la Lune, justement, depuis 60 ans? Parce que ça coûte trop cher. Parce que ça coûte trop cher. Il y avait deux tickets. Le programme Saturn 5, en dollars actuels, j'ai vu un chiffre, c'était 175 milliards de dollars. Donc, c'est 2 fois plus que la Station spatiale internationale. On ne peut plus le faire si on n'est plus dans un monde polarisé avec un ennemi devant soi. À battre. Oui, c'était la vraie raison. C'était la surenchère entre les... Je pense personnellement qu'on berne le public parce que on a vendu 2 tickets pour la Lune. Ce président américain finance avec d'autres pays un autre projet qui s'appelle ICAR. Et ce projet civil et militaire vise véritablement à conquérir d'autres planètes et à y installer... je ne dirais pas des armées, mais différentes choses de technologie. Donc des robots alors, dans ce cas-là? Certainement des robots, peut-être au départ, mais sûrement des êtres humains, parce qu'on berne véritablement l'opinion publique haut les mains en bateau. Ça, je vous assure que c'est vrai. Vous voulez dire quoi par là? Eh bien, on essaye d'influencer les gens sur plusieurs techniques, soit le cinéma avec les petits bonhommes verts, soit des techniques scientifiques où on leur dit voilà, il y aura ceci, il y aura cela. Mais d'un autre côté, il y a véritablement des gens fortunés qui ont investi dans des programmes pour faire face encore et toujours au réchauffement climatique, mais aussi à pouvoir fuir cette planète qui est en train tout doucement de fondre comme un glaçon au soleil. Mais je vous assure qu'on berne beaucoup le public, ça c'est sûr. Je suis tombée sur un article du Nouvel Os, je voulais vous le soumettre, concernant justement le voyage sur Mars dont on parle, l'hypothétique voyage sur Mars. Les pionniers mourront au bout de 68 jours, ça fait plaisir évidemment, mais pourquoi? Manque d'oxygène, manque de nourriture, ce genre de choses. Or on dit que Mars est proche de la Terre. Oui, je n'ai pas lu cet article-là. Un gros problème, c'est les radiations, pas seulement pendant le voyage, mais sur Mars lui-même. Peut-être qu'ils aient référence à cela, je suppose, parce que si on amène des colons, on peut aussi apporter la nourriture pour 68 jours. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Le problème de l'oxygène, si je peux me permettre, il y a 10 ans, j'avais... Je dois vous couper parce que vous allez déjà conclure. Et oui, ça passe très vite. On rentre dans la dernière minute. Et je vous propose de continuer votre raisonnement. Allez-y, 30 secondes, c'est parti. Voilà, rapidement, ne pas avoir peur de ces recherches pour aller ailleurs dans l'univers, mais simplement aussi penser à faire en sorte de soigner nos plaies actuelles où la peur s'instaure dans nos coutumes. Arrêter de prendre véritablement, de jouer au jeu au chat et à la souris. Il y a bien sûr des choses à faire dans l'espace, mais d'abord, occupons-nous de nous dans la paix, surtout la paix entre cultures. Merci, voilà. Michael, 30 secondes. On dit souvent qu'on a besoin de la présence physique de l'homme dans l'espace pour fasciner le public et que le public finance la recherche spatiale. Je pense que c'est contredit par les missions comme Cassini vers Saturne. Allez voir sur Internet les images de Cassini qui va plonger entre les anneaux, entre Saturne et ses anneaux jusqu'en septembre. C'est fantastique, on ne l'a jamais fait et c'est fascinant. Image fascinante. Merci. Tout de suite, c'est le RTL Info 13h de Luc Gilson. Au revoir, à lundi.